donc au siège de l'APR à Mermoz, donc pour répondre par rapport, donc faire leurs commentaires par rapport au rapport de la Cour des comptes. Donc ils sont venus nombreux, certains quittent le siège donc pour venir ici en face donc du pôle judiciaire financier. Et concernant les personnalités de l'Alliance pour la République ou bien les soutiens de Farba Ngom qui sont là, on peut noter la présence de Mori Diaw, vous l'avez annoncé, le député maire de Matam. Il y a aussi l'ancien ministre de l'Urbanisme et maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui était lui ministre des Transports sous le régime de Macky Sall. Nous avons également vu la présence de Néné Fatoumata Tall, l'ancienne ministre de la Jeunesse et administrateur général du FONGIP. Omar Sow dit Ogis est ici, de même que le maire de Mbao, Abdou Karim Sall, qui était lui le ministre donc, de l'Environnement sous le régime de Macky Sall. Toutes ces personnes-là sont aujourd'hui présentes ici donc pour soutenir donc leur camarade et frère de parti qui est Farba Ngom, donc qui est cité dans une affaire de blanchiment de capitaux, comme vous le savez, cette affaire de 125 milliards donc révélée par la CENTIF Barthélémy. Merci Boubacar Dieng. Mobilisation justement des partisans de Farba Ngom et de certains responsables de l'opposition. Vous l'avez dit Boubacar Dieng, ils ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes, certains même malmenés et il y aurait même des blessés. Le maire de Matam, Mamadou Wouri Diaw, il dénonce. Ce qui s'est passé ce matin quand même est inadmissible, surtout que dans un pays comme le Sénégal, nous avions accompagné notre cher ami, l'honorable député Farba Ngom, pour répondre à sa convocation. Et arrivé au niveau de la porte, sans rien faire, sans rien dire, les policiers nous ont gazés et il y a eu plusieurs blessés. Voilà, je pense quand même que c'est inadmissible. On peut dire que le Sénégal n'est plus un pays de démocrate, c'est un pays de dictature. Depuis un an maintenant. Voilà, c'était Mamadou Mori Diaw, donc le maire de Matam, qui était devant le pôle judiciaire financier ce matin. Autre réaction, celle de l'ancien ministre et député Abdou Karim Sall. Il dénonce un peu la procédure qui a abouti à cette convocation de Farba Ngom. La procédure de levée de l'immunité parlementaire de Farba a été escamotée pour une raison qu'on ignore. La levée a été faite sur la base d'une précipitation qui n'a pas suivi toute la procédure sciée. Malheureusement, je pense que ça ne devait pas se passer de cette manière-là. Nous sommes là pour lui apporter notre soutien en tant que frère, en tant que parent, en tant que collègue député, membre du groupe parlementaire que nous partageons, bien sûr. La première injustice faite à Farba, c'est de lui avoir refusé le poste de 8e vice-président. C'est là où tout a démarré. Et peut-être qu'ils avaient une idée derrière. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour lui apporter, comme je le disais tout à l'heure, notre soutien. La procédure a été escamotée. La procédure a été faite de manière précipitée. Vous savez que la personne chargée de le représenter a indiqué clairement à la face du monde qu'aucun document ne lui a été notifié, aucun document ne lui a été transmis. Et c'est valable pour les avocats de Farba. Certainement, ils vont découvrir ce matin pourquoi Farba est là. Et je pense que nous attendons patiemment qu'il soit libéré et qu'il rentre chez lui. L'ancien ministre Abdou Karim Sall, député de cette 15e législature, Farba Ngom donc devant le pôle judiciaire financier. Ici à Dakar, mobilisation de ses partisans. Par contre, à Matam, c'est le calme plat. Ali Bandeliang, bonjour. Calme plat là-bas chez vous à Matam, mais les FDS, les forces de défense et de sécurité veillent au grain. Exactement. Depuis tôt le matin, nous nous sommes promenés au niveau des différents axes des deux grandes villes comme Matam et Ourossogui. Comme vous l'avez dit donc, les forces de police, notamment le détachement du groupement mobile d'intervention de la police, est encore stationné et bien garé à Matam, à l'entrée au niveau de la maison des jeunes. De la même manière, au niveau du carrefour, le rond-point stratégique de la ville de Ourossogui, une camionnette de la gendarmerie nationale, comme tous les jours depuis quelques semaines, et les gendarmes donc sont là en train de veiller au grain. Mais comme vous l'avez dit, pas de manifestation, encore moins de mouvement de foule dans les deux grandes villes. Idem à Agnam, où tout chacun reste collé donc à son transitor et espérant avoir des informations sur la suite à donner à cette affaire Farba Ngom, comme vous le dites, qui défrait la chronique à Matam depuis son éclatement. Aujourd'hui, au niveau de Agnam, ville dont il est le maire, tout le monde est accroché donc sur les réseaux sociaux en train de suivre certains qui retransmettent la convocation en direct. Et tout à l'heure, les propos de Mamadou Mori Diaw et celles de Abdou Karim Sall ont fait l'objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux Barthélémy Ngom.
Merci beaucoup Ali Bandeliang. Nous restons justement dans le domaine de la justice. La Cour suprême qui a rejeté le recours du réseau des associations pour la protection de l'environnement. Une plainte, je le rappelle, a été déposée pour l'arrêt de la centrale à charbon de Bargny. Une requête jugée recevable, mais pour défaut d'agrément, eh bien, la Cour suprême en a décidé autrement aux grandes dames des populations de Bargny. Salimata Aou a assisté à l'audience de ce matin. Une audience tant attendue par les habitants de Bargny. Une plainte avait été déposée pour l'arrêt de la centrale à charbon. Le rejet de la requête par la Cour suprême suscite une grande déception chez le président du RAPEN, réseau des associations pour l'environnement, Fadel Ouad. On est désolé d'avoir entendu la réponse de l'État. Parce que, comme nous le savons tous, au Sénégal, nous croyons être dans un pays de droit. La Constitution du Sénégal stipule que tout citoyen a droit à un environnement sain. Donc même si sur ce seul problème, on aurait pu penser ou donner une bonne réponse. Malheureusement, ce qui s'est passé, on l'a entendu, mais quand même, on est aussi très fiers. On est très fiers et on a la tête très haute de ce qu'on a fait et même le résultat n'est pas un mauvais résultat, du fait qu'on a accepté effectivement notre requête. Mais malheureusement, le mal, c'est que quand ils nous disent que nous n'avons pas l'agrément du ministère de l'Environnement, mais ça c'est du n'importe quoi. L'agrément pour prouver qu'on est agressé. Mais la recevabilité de la requête est une victoire, estime Daouda Gaylari. La lutte ne fait que commencer, poursuit-il. Mais il faut reconnaître quand même qu'il s'est débarrassé du dossier parce qu'il y a eu jurisprudence, il y a eu deux procès qui ont passé et ils ont accepté que pour avoir un récépissé d'ordre environnemental, c'est vraiment recevable. Donc aujourd'hui, on sait que le juge s'est débarrassé de cette affaire. Et en même temps aussi, il y a une méconnaissance quand même des lois environnementales. Les femmes transformatrices de Bargny avaient sonné la mobilisation, tout habillées en t-shirt blanc. Elles comptent poursuivre la lutte jusqu'au démantèlement de cette centrale qui, selon elles, est la source de tous leurs maux. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, la quintessence du rapport de la Cour des comptes. Maquillage des finances publiques sous l'ancien régime de 2019 à 2023, irrégularité dans des opérations concernant les deniers publics plutôt, un rapport donc qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive ici au Sénégal et même au-delà. Déjà, le porte-parole du gouvernement se dit choqué par ces révélations du rapport de la Cour des comptes. Tous les fautifs seront poursuivis par la justice selon Moustapha Sarré. Il demande par ailleurs aux syndicalistes et aux populations d'être patients, d'accompagner le gouvernement dans son objectif de redressement du pays. Le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, il était l'invité d'RFM Matin ce jeudi. Et surtout un sentiment d'indignation qui m'anime aujourd'hui. Nous ne pouvions pas imaginer justement l'ampleur des scandales que nous avons trouvés dans ce rapport-là. Imaginez-vous un taux d'endettement de 100%, près de 100% pour un pays aussi pauvre que le Sénégal. C'est tout simplement effarant. Et ce que nous avons constaté, c'est que ceux-là qui nous ont précédés à la tête de ce pays ont même posé des actes de sabotage. Puisque cachant les chiffres des finances publiques, mais également opérant des actions justement de détournement que personne ne peut décrire dans ce pays-là. Et quelle est aujourd'hui la suite à donner? Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Il a décidé de communiquer de façon transparente devant les Sénégalais et devant les partenaires également, mais le gouvernement a décidé de situer les responsabilités, de poursuivre tous ceux qui ont une once de responsabilité dans cette situation-là. À tous les Sénégalais, je voudrais simplement demander de bien lire le rapport et de savoir que nous sommes dans une situation préoccupante. Le gouvernement est en train de tout faire pour rétablir la situation. Maintenant, aux syndicats, nous demandons simplement d'être beaucoup plus patient, d'attendre que les choses se rétablissent, parce que l'objectif de ce gouvernement-là, c'est de faire en sorte que chaque Sénégalais vive décemment dans ce pays-là. Nous avons hérité d'une situation plus que catastrophique. Ils ont effectivement le devoir d'accompagner ce gouvernement-là dans cette politique de redressement de notre pays.
Moustapha Sarré, ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement qui justement donne une conférence de presse cet après-midi. Rendez-vous à 16h au building administratif Mamadou Diassé pour bien sûr se prononcer sur ce rapport de la Cour des comptes. Autre réaction plutôt suite à ce rapport de la Cour des comptes, celle du Forum civil. Il dénonce un système d'ingénierie financière grave. Cette organisation de la société civile préconise l'application immédiate des recommandations de la Cour des comptes et surtout la mise en place d'une loi d'accès à l'information. Abdoul Maliki Bousso avec Famadion. Vous avez souvenance que le Forum civil avait demandé à M. le Président de la République nouvellement élu de faire une audit des finances publiques, de la dette publique. Mais on ne pouvait pas soupçonner l'ampleur quand même des dégâts. Nous avons l'impression qu'il y a un système d'ingénierie financière perverse qui a été mis en œuvre dans la gouvernance des ressources publiques du pays. Et c'est extrêmement grave. Il y a eu une transgression ou des transgressions des règles financières. Il y a eu des contournements, il y a eu énormément de contournements, donc effectivement de l'orthodoxie financière. Et cela pose problème. Dans la sincérité de compte public, la viabilité de la dette engendre certainement un rétrécissement des moyens d'action de l'État. C'est extrêmement grave et je crois que certainement une analyse fine sera faite par mon organisation permettra d'en situer toutes les responsabilités. Alors, justement, ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que vous préconisez pour, entre guillemets, apporter des corrections ou bien rendre aux Sénégalais ce qui leur appartient de droit? La meilleure chose à faire d'abord, c'est de prendre des mesures conservatoires, faire en sorte que toutes les vulnérabilités décelées par la Cour des comptes qui ont été pointées, qui ont fait l'objet de recommandations, ces recommandations soient satisfaites le plus rapidement possible par le ministère des Finances et l'administration financière du pays. Ça, c'est un préalable d'abord. Ensuite, voir quelles sont les faiblesses textuelles et quelles sont les procédures, la faiblesse des procédures qui ont permis ce contournement-là et pouvoir régler cette question-là. Mais surtout, c'est ce que nous avons dit, le président de la République semble aller dans le sens de mettre en place une loi d'accès à l'information. Parce que si ces informations-là avaient été disponibles, quérables, disponibles, certifiées, et certainement qu'on n'aurait pas eu des goulots et ces principautés de décisionnaires ou des systèmes d'information ne se parlent pas. Personne ne sait ce que l'autre direction fait et toute cette opacité qu'on a vue dans le traitement et la gouvernance des ressources publiques n'aurait pas pu prospérer. Abdoul Maliki Bousso, membre du Forum civil. La parole maintenant à des économistes. Ils indexent une situation financière catastrophique et pense qu'il faut des réformes financières pour éviter de pareilles situations à l'avenir. Ces économistes à qui nous avons donné la parole demandent également une digitalisation et une uniformisation du système. Seydou Nourouba. Le rapport de la Cour des comptes ne laisse pas indifférents les économistes. Rapport qui laisse paraître une situation financière catastrophique. Comment faudra-t-il alors redresser cette situation et éviter qu'elle se reproduise à l'avenir? L'économiste Moubarak Lo a sa réponse. Au-delà des finances publiques, il y a l'économie en général, mais c'est déjà important de réformer les finances publiques parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'exonérations qui subsistent. Il faut les extirper du budget, il faut les identifier une à une. Ensuite, revoir même la manière de taxer non seulement les grandes entreprises, mais tous les acteurs de l'économie. Tout le monde doit contribuer. Voir aussi les dépenses. Et les dépenses publiques aujourd'hui, j'ai eu à proposer au moment de faire un budget à base zéro. C'est ça qui permettrait, disons, de mettre chaque dépense sur la table et de voir est-ce que cette dépense elle est pertinente. Est-ce qu'il n'y a pas un autre acteur comme le secteur privé qui peut faire cette dépense au lieu que ce soit toujours l'État qui prend les passifs et qui laisse l'actif aux partenaires privés. Ensuite, de voir est-ce qu'on peut dépenser mieux. Parce que je trouve que jusqu'à aujourd'hui, on dépense mal. Notre économiste Abdoulaye Seck, il est aussi spécialiste en banque finance et gestion des risques. Il pense qu'une autre solution peut être la bienvenue. C'est celle d'aller vers une digitalisation du système comptable. Surtout des mesures d'organisation et de cadrage. Il faudrait également qu'on essaye d'aller vers plus de digitalisation, éviter le maximum de contacts entre les personnes pour éviter que pareille situation ne se reproduise. Mais également, il faut aller vers l'uniformisation, l'adoption et l'uniformisation d'un système de comptabilité, d'un système d'information et de comptabilité. On ne peut pas avoir pour chaque structure, pour chaque direction, un logiciel d'information avec lequel la direction va travailler et les autres directions qui sont censées travailler sur la même question ou en tout cas sur des questions similaires qui se recoupent avec celles traitées par l'autre structure-là ne peuvent pas également utiliser le même logiciel. Donc, il faudrait l'uniformisation des logiciels, réformer le cadre surtout de gestion. Sincèrement, il faut aller vers cela. Mais également, il faut aller vers un système de contrôle pérenne. L'économiste Moubarak Lo soutient que cette année 2025 doit être une année de redressement.
Seydou Nourouba, merci. Au tribunal de l'opinion, le citoyen lambda demande à ce que les responsabilités soient situées suite à la publication de ce rapport de la Cour des comptes. D'autres, par contre, estiment que l'État du Sénégal doit profiter de cette situation pour enfin exiger de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Nafissatou Youssila. Il faut être intransigeant. Sorna Diao, dite Djouma, du haut de ses 72 ans, est formelle. On leur avait confié la gestion de nos deniers publics et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient sans que personne n'agisse. Il est temps que cela cesse avec ce nouveau régime. L'État doit punir les fautifs sans pitié et cela devra servir de leçon pour tous les dirigeants. Absatou Koulibaly, même pas la trentaine, elle se félicite du travail effectué par la Cour des comptes et pour elle, il faut poursuivre sur cette lancée. Je peux dire que je suis fière de ce travail-là parce que dans beaucoup de pays, ce genre de choses-là ne se fait pas. Si au Sénégal, on est en train de faire ce genre de choses-là, vraiment c'est une fierté. On voudrait que ceux qui ont pris l'argent puissent rembourser. S'ils ne peuvent pas rembourser, qu'ils soient punis parce que c'est l'argent du Sénégal. Pas mal d'irrégularités relevées dans le rapport de la Cour des comptes, c'est le constat de Marital, elle est étudiante en droit public et selon elle, il faut alors sévir. Dès que les personnes épinglées, on les trouve, ils payent ou bien on peut les rattraper, mettre en prison. En tout cas, tout ce qui est judiciaire, on le laisse avec la justice et avec des milliards qu'on ne voit pas. Yves Diatta aussi se dit choqué par ce rapport de la Cour des comptes, mais lui pointe un doigt sur la mauvaise gestion de nos finances et selon lui, rien ne doit être impuni. Peut-être il y avait quelque chose qui a été caché, qu'on n'a pas révélé aux Sénégalais, pour laquelle les chiffres ne sont pas conformes. Ce qui doit venir. Bon, on doit être encore plus rigoureux par rapport à la gestion, surtout du côté financier. C'est la base du budget, c'est ce qui peut faire fonctionner l'État. Donc s'il y a déjà des irrégularités, il y a quelque chose qui est caché, il y a une mauvaise gestion en fait de ces deniers publics. Donc il faut plus de rigueur dans la gestion. Le rapport de la Cour des comptes était tant attendu par de nombreux Sénégalais. Aujourd'hui qu'il est sorti, pour eux, le plus important reste de se focaliser sur l'essentiel. Un rapport donc qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Je rappelle cette conférence de presse du gouvernement cet après-midi à 16h au building administratif Mamadou Dia. 2 heures de temps après, à 18h, c'est l'Alliance de la République, l'APR, qui va faire également face à la presse. Rendez-vous à 18h donc au siège du parti. Midi 21 minutes, la suite du journal avec cette mobilisation des centrales syndicales. Mobilisation prévue demain vendredi contre les licenciements dans plusieurs secteurs d'activité, du public au parapublic. Le collectif des 44 agents en cessation d'activité du ministère de l'Énergie va participer au rassemblement. D'ailleurs, la marche de ces agents prévue cet après-midi a été tout simplement interdite par le préfet de Dakar. Marche qui devait se tenir sur l'axe siège Amnesty International rond-point Libère 5. Le coordonnateur du dit collectif, Omar Dramé. Le motif évoqué par le préfet entrave à la circulation des biens et des personnes. C'est la même chanson depuis l'arrivée de ce nouveau préfet qui, à chaque fois, si les organisations syndicales déposent des demandes de marche, il évoque les mêmes motifs. Ce qui est inadmissible et inacceptable dans un pays de droit où le droit de marche est inscrit au niveau de la Constitution. Mais cela ne nous décourage guère. Nous allons poursuivre le combat et dès demain, nous allons faire une mobilisation et assister à la grande manifestation qui est convoquée par les centrales syndicales. Et nous aurons l'occasion de faire une importante communication à travers la presse pour donner suite à notre combat. Nous estimons que nos droits ont été bafoués et que le ministre Birame Souleye Diop doit impérativement nous rétablir dans nos droits. Et véritablement, le combat va se poursuivre jusqu'à satisfaction totale de cette revendication qui est une demande sociale. Le collectif donc de ces 44 agents licenciés du ministère de l'Énergie qui va participer à la mobilisation des centrales syndicales. Mobilisation qui, je le rappelle, est prévue demain vendredi 13 février 2025, un mois déjà, l'entente entre le gouvernement du Sénégal et le G7 sur le contenu des décrets relatifs au statut des décisionnaires à tort, leur permettant donc d'intégrer la fonction publique. Le CELS authentique qui hausse le ton depuis aucune avancée sur la signature de ces décrets ainsi que sur les autres points relatifs aux décisionnaires. Hamidou Diédiou, le secrétaire général avec Koumba Sandiane Faye. Nous, syndicats d'enseignants membres du G7, avec
avec le gouvernement du Sénégal, mais nous sommes tombés d'accord sur le contenu du projet à modifier relativement au décret 114-347 et 2006-392. Je rappelle également que nous avions demandé et exigé de la part du gouvernement que la modification des décrets puisse entrer en procédure d'urgence. À ce jour, nous sommes au regret de constater que nous n'avons aucune information, aucune idée, absolument rien relativement au processus. Conséquence, les décrets que nous attendons depuis lors ne sont pas encore signés. Ce que nous regrettons, nous exigeons de la part du gouvernement du Sénégal, mais la sortie de ces deux décrets que nous attendons depuis longtemps. Au-delà de ces décrets que nous attendons, je rappelle que nous avons exigé du gouvernement de travailler au relèvement de la pension de retraite des enseignants décisionnaires, de travailler à ce que, à la retraite, on puisse désormais délivrer l'imputation budgétaire à ces décisionnaires, mais enfin de travailler à l'augmentation de manière optionnelle de l'âge de la retraite à 65 ans. Il s'y ajoute qu'à ce jour, dans les régions de Sédhiou et de Kolda, des enseignants sont dans la rue, réclamant ainsi le paiement des indemnités de surveillance au baccalauréat. Nous assistons ainsi au début des perturbations dans les régions. Pour lancer un appel aux autorités, que la question soit sérieusement adressée, sérieusement prise en compte et qu'enfin, dans tous les départements et dans toutes les régions, ces indemnités soient payées afin que nous puissions ensemble engager d'autres chantiers relativement à notre système éducatif sénégalais. Hamidou Diédhiou, le secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal, le SAES justement, un autre syndicat, cette fois-ci de l'enseignement supérieur, qui observe une grève de 48 heures à compter de ce jeudi. Pour dire donc que toutes les universités publiques sont perturbées à compter d'aujourd'hui. Une cessation d'activité donc pour le reversement des pensions de retraite et le respect du protocole d'accord de 2023. C'est entre autres, ce sont là entre autres les revendications du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Le 38e sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert hier à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Le comité exécutif se réunit ce jeudi avant la réunion des chefs d'État le week-end. Entre autres enjeux, la désignation du nouveau président de la Commission de l'Union africaine qui devra évoquer la multiplication des crises et conflits sur le continent. Daïnou Diop. Un conflit meurtrier au Soudan, une reprise de la guerre dans l'est de la RDC, une crise post-électorale au Mozambique et 6 pays suspendus de l'organisation après une prise de pouvoir par des militaires il y a longtemps que l'Union africaine n'avait pas eu à affronter autant de défis. Face à ces défis, les faiblesses de l'organisation régionale apparaissent encore plus criantes. Manque de financement, querelle de leadership, rivalité entre blocs régionaux. Dans son discours inaugural hier, le président sortant de la commission, Moussa Faki Mahamat, a listé les conflits et difficultés en cours et appelé les dirigeants à se ressaisir. Il a déclaré, je cite, « Cette situation est d'autant plus préoccupante et l'Union africaine doit faire face à ces nouveaux défis. » Fin de citation. Le ministre des Affaires étrangères kényan soutient que l'Union africaine peut jouer un rôle important pour résoudre le conflit dans l'est du Congo. La RDC, justement, qui ferme son espace aérien à tous les avions civils et d'État enregistrés ou basés au Rwanda. Décision prise mardi. La mesure touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie nationale rwandaise. Selon l'agence congolaise de presse, il s'agit d'une interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur le territoire de la République démocratique du Congo en raison de l'insécurité liée au conflit. L'ambassadeur du Bénin au Niger attendu à Cotonou ce jeudi, Gildas Agonkan, est appelé pour consultation en cause selon RFI des propos tenus par l'intéressé le 1er février dernier lors d'une cérémonie à Gaïa dans le sud du Niger. Il avait déclaré demander pardon au peuple nigérien au nom de son pays, des propos qui ont beaucoup de mal à passer à Cotonou. En Côte d'Ivoire, Georges, des pro-Gbagbo condamnés à 10 ans de prison ferme. Il s'agit entre autres de Damana Pikas, deuxième vice-président du conseil stratégique et politique du PPAIC, de Laurent Gbagbo et Ikpo Lagui. Ils ont été reconnus coupables d'atteinte à la sûreté de l'État et de l'attaque du camp militaire du 2e bataillon projetable d'Anakouakouté.
Plus de détails avec Solatia. Le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, Damana Pikas, considéré comme le cerveau de cette attaque, est interdit de paraître pendant 10 ans, sauf sur son lieu de naissance, et est frappé d'une privation de droits civiques pour une durée de 5 ans. Selon le procureur, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, le camp militaire du 2e bataillon projetable, situé à Anokoua Kouté, dans la cité d'Abobo, a essuyé des tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés, et les indices de l'enquête induisent qu'ils y ont joué un rôle. Le secrétaire général adjoint chargé de la formation au PPACI, Justin Koua, lui, écope de 10 ans de prison ferme également pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État lors de la crise électorale survenue en 2020. Justin Koua a été également sanctionné d'interdiction de paraître pendant 5 ans sur toute l'étendue du territoire national à l'exception de la ville de Korogo, son lieu de travail, et d'Abidjan, son lieu de naissance. Au Moyen-Orient, Georges, le Hamas qui s'engage à respecter la trêve et à libérer les otages. Le mouvement palestinien a affirmé vouloir respecter l'accord selon le calendrier prévu si Israël en fait de même. L'Égypte et le Qatar ont réussi à surmonter les obstacles qui ont entravé la finalisation de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza selon la télévision égyptienne Extra News. Israël et le Hamas se sont désormais engagés à mettre en œuvre pleinement l'accord après une série de différends qui avaient remis en question sa réalisation. La guerre en Ukraine et un possible cessez-le-feu au centre d'une conversation téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président de la Russie Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont convenu hier de travailler ensemble très étroitement et de commencer à négocier immédiatement sur l'Ukraine. Le Kremlin qui confirme vouloir une solution de long terme sur le conflit ukrainien via des pourparlers de paix. Les deux présidents ont prévu de se rencontrer une première fois en Arabie Saoudite, mais aucune date n'est pour le moment donnée. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Un débat autour de cette interrogation. Quelle suite donner au rapport de la Cour des comptes? Pour en parler, nous serons avec Malik Diop, membre de la société civile et directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques, et El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. RFM Sport. Malal Diane Junior, bienvenue. Merci Barthélémy. La lutte avec frappe à 48 heures de son combat contre Ama Baldé Franc affiche une forme olympique. Il a fait état de sa préparation, de sa forme physique hier à l'occasion de son open press devant ses supporters et devant la presse. Il a également tenu des propos pour avertir Ama Baldé, où que vous soyez, je viendrai vous chercher, puisque l'objectif c'est de vous battre pour ramener la victoire aux Parcelles Assainies. Après donc les échanges de propos entre ces deux lutteurs, que faut-il retenir à 48 heures de ce combat? Abdoulaye Dembélé analyse l'actuelle forme de Ama et de Franc. Franc, c'est un lutteur qui a beaucoup d'avantages par rapport à Ama Baldé dans ce combat. D'abord, c'est un garçon très solide. Cela veut dire qu'il est athlétiquement bien bâti. Donc, sur ce plan-là, je pense que c'est ce qu'on craint beaucoup plus, c'est Ama Baldé par rapport à ce combat. Parce que Franc, on pense qu'il est beaucoup plus puissant que Ama Baldé. Parce que vraiment, il a une puissance de rat de marée. Physiquement, il est bon au niveau de son haut qu'au niveau de ses jambes. Donc, c'est un athlète, vraiment un vrai athlète. Aussi, il est trop sérieux à l'entraînement et il est convaincu de sa condition physique. Donc l'autre avantage, c'est que quand un athlète est invaincu, il pense qu'il est le meilleur. Tout adversaire qu'il aura en face de lui, il ne doute de rien. Il pense qu'il a plus d'arguments pour pouvoir le battre. Aussi, Franc, il a écumé les Mbapat. Il a tellement écumé les Mbapat qu'il a eu cette expérience de pouvoir affronter un adversaire de grande taille, un adversaire de petite taille, un adversaire physiquement solide ou bien un adversaire qui a un centre de gravité beaucoup plus bas ou bien beaucoup plus haut. Donc par rapport à Ama Baldé, il n'a pas assez de soucis à se faire parce que l'expérience d'Mbapat va beaucoup l'avantager. L'autre chose également, c'est que même si Ama a également les Mbapat, écumé les Mbapat, Franc est beaucoup plus frais par rapport à lui.
Le choc entre ces deux lutteurs, c'est ce dimanche, Malal Diagne Junior. Tour du fleuve à présent, les coureurs sont sur l'axe Dagana-Ndioum. Pour la 5e étape longue de 97 km, les coureurs sont partis ce matin pour boucler ces 97 km, occasion saisie par notre reporter Mamoudou Diagne pour interroger le capitaine de l'équipe de la Guinée-Bissau sur la participation de son équipe par rapport à cette course. Il s'appelle Youssou Diagne. Lui, il apprécie la présence des clubs sénégalais dans le peloton. C'est bon pour nous parce qu'aujourd'hui, avec le tour du fleuve de l'Aïtiam, c'est bon. On a participé pour Guinée-Bissau, c'est bon parce que là, à chaque fois, là, ils nous invitent pour Guinée-Bissau. Une fierté pour l'Aï. On est content, c'est bon pour Guinée-Bissau. Comment avez-vous vu les autres clubs sénégalais qui sont venus participer? C'est bon parce que tout le monde est venu pour participer pour le tour du fleuve de l'Aïtiam. C'est ça l'espoir parce que pour les Sénégalais, c'est bon. Il faut venir pour participer. Quelqu'un comme l'Aïtiam, c'est une icône pour lui parce que c'est un champion. Il a fait tout pour le Sénégal. Comment voyez-vous le niveau de la course? Le niveau s'est augmenté. Avec Joël, c'est pas facile. Pas facile pour nous parce que le niveau, c'est pas même. Même aujourd'hui, on va rapporter une maille. Et du football à présent, Malal, pour finir. Avec la suite des 16e de finale de la Coupe du Sénégal, US Rail Duc dans l'après-midi, Djaraf contre le Stade de Mbour, Étoile Lusitana contre Gorée, Guédiawaye contre Damels, entre autres affiches, Djamono Fatick contre l'Union Sportive de Ouakam. La CAN des U17 avec le tirage au sort qui a eu lieu ce matin. L'équipe nationale du Sénégal donc, dans la poule C, en compagnie de la Gambie, de l'équipe de la Somalie et de la Tunisie. L'équipe, pour parler de futsal pour terminer, également dans la poule C avec Madagascar et la Tanzanie. Alioune Badara Wade, responsable du futsal à la fédération sur le tirage au sort de cette CAN. Une satisfaction d'un travail de longue haleine que j'ai partagé avec beaucoup de personnes. Donc si on y arrive aujourd'hui à participer à notre première CAN de futsal, c'est avec un grand plaisir qui sont mes premières impressions. En plus, ce qui est particulier dans cette CAN, on joue une CAN féminine. Donc il y avait on est en train de travailler là-dessus et depuis longtemps, vu que vous avez bien constaté qu'il y a les JOJ qui débarquent aussi. La catégorie, cette fois-ci, c'est senior et notre première participation sera, nous souhaiterons faire l'essentiel, c'est de participer dignement et de défendre nos couleurs nationales. Et le futsal, la CAN se conjugue au féminin Barthélémy. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. 94.0, la radio en puissance. Le reportage de ce midi à l'hôpital d'Al Diam de Guédiawaye, là-bas, les machines de radiothérapie sont tombées en panne. Le cri de détresse des malades, la situation est plus que compliquée. Les associations de lutte contre le cancer qui entrent dans la danse et réactualisent leur liste de solutions à Wambaye. Que de pistes de solutions proposées, mais toujours rien. Mamdiara Kebegei remet au goût du jour la réactivation sur site ou la délocalisation de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Elle est la présidente de l'association Cancer du Sein Sénégal. On avait proposé, juste après la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, étant donné que le bâtiment dans lequel est logé le service de cancérologie, ces bâtiments-là n'étaient pas impactés par les travaux en cours. Et on leur avait proposé de maintenir cette radiothérapie-là en attendant de trouver un autre endroit où le délocaliser. Ça n'a pas été fait. On a proposé de le délocaliser à l'hôpital Fan où il y a assez d'espace, soit à l'hôpital militaire de Ouakam où il y a suffisamment d'espace, où on pouvait construire un bunker et mettre cette radiothérapie. La panne des machines de radiothérapie de Dalal Diam, un vieux problème martèle. Le docteur Fatma Genoun, la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Ce problème, il date depuis fort longtemps. C'est pas un problème d'actualité. Nous avons discuté, nous avons interpellé les autorités depuis fort longtemps. Pour elle, c'est aux spécialistes de la radiothérapie de se prononcer, exposer les problèmes et donner des solutions. Sinon, il faut acheter un nouvel appareil. Non, je pense qu'il faudrait qu'on pose le problème, soit acheter de nouveaux appareils. Il faudrait que les techniciens donnent leur avis et donnent vraiment avec beaucoup de lucidité et parler sans embâche de ce problème pour qu'on puisse le régler définitivement. Pour le moment, c'est l'hôpital Ahmadoul Khadim de Touba qui prend en charge les malades du cancer en cure de radiothérapie et sa liste d'attente s'allonge. Le stress des patients s'accroît face à cette situation. RFM, presque jour.
Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo, de pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est des cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous offre la revue de presse. Le rapport de la Cour des comptes qui fait les choux gras de la presse de ce jeudi. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour. Le rapport de la Cour des comptes sur les gestions de 2019 au 31 mars 2024 des finances publiques fait les choux gras des journaux parus ce matin, des journaux qui rivalisent de qualificatifs. Explosif s'exclame Libération, ahurissant estime Walf Quotidien, génocide présumé pour source A. La Cour des comptes met tout à nu selon l'Observateur qui relève des milliards siphonnés, des fonds dérobés, des biens stratégiques bradés. La Cour des comptes révèle un pillage organisé des finances publiques. Le rapport des anomalies et des irrégularités, titre Le Soleil, qui cite le président Diomaye Faye en Conseil des ministres. Ces manquements graves nécessitent des actions immédiates. Fin de citation. Selon Direct News, le rapport de la Cour des comptes a indiqué que l'ancien gouvernement avait faussement rapporté des données économiques essentielles, notamment la dette et les chiffres. Libération relève des décaissements irréguliers de 481 milliards 41 millions de francs CFA, un emprunt de 130 milliards de francs CFA non autorisé par la loi des finances. Le journal ajoute que 247 milliards 33 millions de francs CFA ont été virés dans un compte logé à la BIS et pour lequel il n'existe pas de dossier d'ouverture de compte. L'argent dépensé hors procédure comptable, le Trésor ne reçoit que 90 milliards de francs CFA. Selon Source A, il y a eu donc des affectations de 125 milliards et un peu plus de 4 milliards de francs CFA dans des comptes en dehors des procédures de la loi des finances, ce qui veut dire à Sud Quotidien que la Cour des comptes accable la gestion de Macky Sall. Le journal évoque les tirages sur ressources extérieures qui sont supérieurs à ceux affichés par le rapport du gouvernement sortant. L'audit confirme donc le maquillage des données, estime l'info qui ajoute que l'ancien régime avait annoncé un déficit budgétaire de 4,3% pour 2023 alors que la Cour des comptes parle de 12,30%. Le quotidien conclut donc que la Cour démaquille, pour faire allusion à l'ancien président, les comptes avec de gros écarts entre les chiffres de la dette, du déficit et même des ressources, et ceux présentés par l'ancien régime. Les Échos y voient une victoire du Premier ministre Ousmane Sonko qui a été confirmée. Youssou Diallo, scandalisé par la Cour, Pape Malick Ndour crie à la manipulation. En tout cas, le rapport accuse, selon enquête qui annonce que les ministres, directeurs des budgets et le trésorier général directement interpellés. Le journal ajoute que le gouvernement fera face à la presse aujourd'hui, de même que l'APR. Justement, un membre de l'ancien parti au pouvoir, Farba Ngom, devant le pôle judiciaire financier aujourd'hui. Ses partisans en bouclier selon l'AS. Le quotidien nous informe que les soutiens de Farba Ngom durcissent le ton. Et puis, en sport, Record s'intéresse à la Saudi Pro League, Al-Ahli qui affronte Al-Nasser à 17h30. Edouard Mendy face à Sadio Mané, le duel des Lions, des mauvaises nouvelles qui nous viennent de l'Angleterre à la une de Rewmi Sport. Iliman Ndiaye qui sort blessé au genou. Chelsea perd Nicolas Jackson pour plusieurs semaines. Bonne lecture à tous. Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo, de pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est des cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous a offert la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Quelques minutes pour évoquer les suites à donner à ce rapport de la Cour des comptes qui révèle, je le rappelle, un maquillage des finances publiques entre 2019 et 2023 sous l'ancien régime et des irrégularités dans des opérations concernant les deniers publics. Pour en parler dans cette rubrique Point de vue, nous sommes avec Malick Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, Georges. Barthélemy, excusez-moi. Merci Diop, vous êtes membre de la société civile et directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Notre deuxième intervenant est Malick Thiam. Monsieur Thiam, bonjour.
Bonjour, Barthélemy. Merci, ça va, merci, Thiam. Je vous rappelle que ce n'est pas El Malik, c'est El Amat. El Amat. L'erreur vient de moi, merci. C'est bien écrit El Amat Thiam. Je m'excuse, El Amat Thiam, juriste président de Justice sans frontières. Alors, la parole d'abord à Dr Malick Diop, un membre de la société civile, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Vous avez peut-être vu, parcouru même le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2023. Il y a à boire et à manger. D'abord, quelle est votre réaction, votre première réaction par rapport à ce que vous avez vu ou entendu? Stupéfait et un peu très surpris et en se disant à un certain moment que ça ne devait pas nous arriver et ça nous est arrivé. On avait des a priori, des appréhensions, des substitutions, voilà, et ça a fait beaucoup de débats. Maintenant, c'est une réalité de fait qui est là, qui met beaucoup donc tous les Sénégalais dans une situation très gênante, très compliquée, parce que c'est je pense c'est une faute à la chaîne. À la chaîne, ce qu'on voit, c'est pas quelqu'un qui est dans son bureau, mais je pense qu'il y a toute une ingénierie. Toute une organisation qui est là. Maintenant, et que ce soit même que ce soit les ministères, l'exécutif, que ce soit aussi la Cour des comptes, tout le monde, parce que tout le monde a laissé faire à un certain moment. Donc il n'y a eu pas d'alerte objective, même si la société a crié car en attente, mais c'était pas avait pas des données probantes. Aujourd'hui, on a toutes ces données probantes là. Qui expose le pays, qui expose les citoyens dans une situation beaucoup plus compliquée. D'accord, mais c'est tout simplement inquiétant si je vous entends parler. Mais aujourd'hui, on a l'impression, on a même, on peut se poser la question de savoir comment en est-on arrivé là, surtout que l'administration sénégalaise a toujours été citée comme exemple. Oui, c'est ça qui est encore un coup de massue. Parce que je pense que l'administration sénégalaise, surtout notre administration financière, mais ceci aussi c'est la conséquence d'une politisation à outrance de l'administration financière depuis les années 2000. Depuis les années 2000, donc on a une politisation à outrance, des nominations politiques. On n'a eu jamais cette politisation est arrivée sous l'ère Abdoulaye Wade, c'est ça? À peu près. On a vu après ça s'est accéléré. Mais quand on a vu tout ça, on peut tout reprocher sur les 40 ans d'ouf. Il y a des ministères, qui étaient des technocrates, des technocrates au fait. On ne peut pas dire que ces gens-là qui ont occupé ces postes n'étaient pas des technocrates. Mais c'est que l'immixtion dans la sphère politique, un partisan a eu un facteur d'accélération. On voit un peu tout cela, donc on n'avait pas des ministères des finances qui étaient complètement des maires, des acteurs politiques. C'est ça aussi, c'est des jeux qui sont aussi. Maintenant, nous accusons un peu ça. C'est un peu le Sénégal. On est dans une situation très compliquée. La vie est tellement chère, on ne sait même pas où se donner la tête. Et si on arrive à cela, sur ça d'une manière confirmée, factuelle, voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Je reviens à vous tout à l'heure, Malick Diop. Ça fait mal. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Diop. El Amat Thiam, juriste. Aujourd'hui, quelle est, selon vous, en tant que, je vous pose la question, en tant que juriste, bien sûr, quelle suite donner à cette affaire? Il faut poursuivre, il faut identifier les fautifs, les poursuivre. Qu'est-ce que vous préconisez, surtout qu'on a entendu tout à l'heure des économistes, en tout cas plaider pour une réforme du système financier au Sénégal? Merci Barthélemy, je salue aussi mon co-débatteur et les auteurs et autrices de la RFM qui nous écoutent. Bon, il faut d'abord vraiment s'inquiéter de la situation alarmante qui se présente actuellement sur le plan financier au Sénégal. Bon, moi, je me suis dit que d'aborder au plan juridique ce rapport-là, parce qu'il a été élaboré certains indices à la page 5, dans la partie avertissement, la Cour a donné certains indices d'infractions qui sont susceptibles d'être constatées sur son rapport. Mais avant d'y arriver, je veux dire que si ce rapport-là a été élaboré peut-être pour dire à nos partenaires financiers que le Sénégal est un faussaire
le Sénégal, c'est quelqu'un qui n'est pas un bon élève en matière de finances publiques, ou le Sénégal est un grand sportif vraiment de falsificateur de chiffres. Là, je dis que ce serait vain. Mais là, l'essentiel, c'est qu'il faut faire. Parce que là, ça indispose vraiment nos autorités financières internes et externes et nos partenaires techniques, ce document-là. Parce que ça met tout le monde dans le doute et ça remet en cause toute la chaîne financière de notre régie financière au Sénégal. Bon, ceci étant, même si vous vous rappelez, si on constate les écritures de la Cour des comptes, on constate que dans la page 5, avertissement, intitulé avertissement, la Cour dit précise que ces faits relatés dans le présent rapport pourraient constituer des fautes de gestion. Et la Cour a parlé de fautes de gestion, il a parlé des gestions de fait, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le droit de gérer des finances publiques, qu'on appelle les gestionnaires de fait, ou des personnalités ou des entités à qui la loi ne confère pas le droit ou la légitimité de gérer des finances publiques. Oui, parfois des personnes qui sont allées même au-delà de leurs prérogatives. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de fait. La Cour aussi a dit que dans ce rapport, il peut déceler aussi des infractions à caractère pénal qui feront l'objet, le cas échéant, de déférés, de référés ou de déclarations provisoires de gestion de fait. Les gestions de fait aussi, ça dit, c'est des infractions qui sont très graves parce que la Cour des comptes a laissé dire que ce rapport-là, ce rapport définitif-là, pourrait représenter ultérieurement des poursuites. Mais moi, je me dis que l'essentiel aujourd'hui au Sénégal, comme on le dit, le vin est déjà tiré, ce qui reste de le boire. Les faits sont déjà là et c'est constaté et c'est constatable par tout le monde. C'est gravissime et qui nous dit que vraiment c'est gravissime et c'est horrible. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est de corriger l'existant. Justement, parce que là, impérativement, il faut corriger, ne serait-ce que pour redonner au Sénégal son image vis-à-vis des bailleurs. Est-ce que ce sera facile? Sur quel levier appuyer pour essayer de retravailler l'image du Sénégal envers les bailleurs? C'est très facile. D'abord, il faut remédier ou corriger les imperfections et prendre des personnes vraiment très qualifiées et laisser ce qu'on appelle les recrutements de politiciens. Moi, je dis que dans l'administration sénégalaise, dans notre administration sénégalaise, qui est très réputée, tout ce qui se passe actuellement, toutes les irrégularités ou tout ce qu'on n'a jamais vu dans cette administration, des documents, même estampillés confidentiels, qui sont jetés à la poubelle dans la rue publique, moi, je me suis dit que ce sont les nouveaux recrues. Mais un vrai commis de l'administration, un vrai fonctionnaire, un grand fonctionnaire, ne saurait commettre vraiment de ces forfaits. À plus forte raison de prendre des documents estampillés secrets, ou secrets professionnels, de les remettre dans la place publique. Ici, ajoute, il faut remédier. Ici, au Sénégal, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle, on fait souvent un compte rendu ou on fait un diagnostic institutionnel, mais on fait jamais des comptes rendus matériels. C'est-à-dire dire, voilà ce qu'on a fait pour préserver, pour prévenir ce qu'on appelle certaines infractions liées à nos finances, à nos régimes financiers. C'est-à-dire, pour remédier à ça, il faut d'abord deux choses. Il faut d'abord modifier les lois et deuxièmement prendre des mesures coercitives très fortes, comme ça qui va donner l'exemple aux autres. Il faut savoir sanctionner. Les fautes, on les sanctionne. Surtout les risques financiers, on ne parle pas avec les finances publiques, parce qu'il va de notre éducation, il va de notre santé, il va des carrières de tout un peuple, de tout un continent. Donc, il ne faut pas y badiner, il faut prendre des gens qui sont propres, qui sont aptes à prendre les finances publiques de façon responsable, de façon républicaine, pour pouvoir rendre les finances publiques plus saines et profitables aux usagers et aux Sénégalais. Maintenant, ce qu'il a fait, il faut remédier, il faut prendre le bâton. Ceux qui sont fautifs, il faut les sanctionner pénalement. Ceux qui sont fautifs sur le plan administratif, les gestionnaires de fait, il faut prendre des mesures et modifier aussi l'existant. Je dis que quand on part aux États-Unis, lorsque Trump est arrivé, pour modifier l'histoire des États-Unis, il a pris des décrets. C'est-à-dire ici au Sénégal, pour modifier les lois, pour modifier il ne s'agit pas de changer, de faire des jeux de sièges musicales, changer X, amener Y. Il s'agit de modifier les textes, de rendre les textes plus corsés. Moi, je pense que ça fait partie des solutions qu'on doit prendre en urgence. Et deuxièmement, prendre les dossiers qui sont pénalement répréhensibles et les mesures administratives que la Cour va effectivement apporter des mesures coercitives à cela. Je pense qu'en ce ensemble-là, je pense qu'on peut espérer vraiment des lendemains meilleurs. Des lendemains meilleurs. Merci El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. Alors El Malick Diop, pas El Malick Diop, mais Malick Diop plutôt, en quelques mots, qu'est-ce que vous exigez, vous, de la société civile? Vous avez fait de la transparence votre leitmotiv. Non, ce que disait un peu Hamad, on est tout à fait en phase. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des suites sévères, rigoureuses,
pour réprimer, pour condamner, pour tout ce qui doit être poursuivi doit être le fait. Il n'y a pas de, je pense qu'on ne doit même pas transiger là-dessus. Maintenant, après, il faut que ceci ne se reproduise plus. Pour qu'il ne se reproduise plus, il faut réformer, il faut refonder, il faut aller en profondeur. Parce que si on est arrivé à cette situation, c'est parce qu'il y a une négligence, laisser aller. Négligence, il y a une laisser aller sur toute la chaîne. Sur toute la chaîne de nos régimes financiers. Donc, et même jusqu'aux banques, parce que le rapport dit carrément qu'il y a eu des décaissements sans traçabilité. Mais c'est ça, c'est une complicité à grande chaîne. À cette grande chaîne, il y a eu les banques, si on avait ces alertes, les rapports régulièrement produits et publiés, peut-être on aurait pu pas arriver à cela. Éviter ça, on n'aurait pas arrivé à faire 3 ans, 4 ans, 5 ans à avoir un rapport. Tout ça. Donc si c'est publié régulièrement, ça aurait dû alerter. Donc c'est la publication régulière des rapports, l'exercice de tous les corps de contrôle aussi, ça doit être une exigence. Merci beaucoup Malick Diop. Merci c'est aussi d'éviter une politisation outrance. Ça, il faut qu'en tire et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça, c'est important. Merci beaucoup Malick Diop. C'est évident que chacun va l'apprécier sous l'angle politique. Merci Malick Diop, membre de la société civile. El Hamad Thiam, vous êtes encore là? El Hamad Thiam, malheureusement, il est parti. El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. De toute façon, il sera avec nous dans le journal de 13h. Merci également à Malick Diop, membre de la société civile, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans le journal de 13h avec des excuses, bien sûr, à l'endroit de El Hamad Thiam. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Aliouba. Réalisation Eladji Ndiogou. Il sera là dans moins de 6 minutes à 13h pour le Wolof. Chef d'édition Awambay. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.